Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie d'Hélène Mérel, autrice de La Passeuse d'ombre, donc aux éditions Brajlon. Le tome 3, l'automne des magiciens, vient juste de paraître chez Brajlon. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment est née cette série? Alors cette série, donc l'automne des magiciens, c'était à la base pour moi une très longue histoire. Et c'est en discutant avec mon éditeur Stéphane Marsan, donc de Brajlon, qu'on s'est dit que c'était mieux de couper en fait ce très très long roman pour en faire une trilogie, donc qui a été publiée sur à peu près 2 ans. La fugitive l'année dernière en février 2018, La Reine Noire à l'été et La Passeuse d'ombre qui vient de sortir en avril. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé? C'est votre première série ou vous aviez déjà écrit d'autres romans avant? Non, c'est la première fois que j'écris. J'écris quelques nouvelles dans différentes anthologies, mais c'est la première fois que je me lançais dans un projet aussi ambitieux, on va dire, et donc qui m'a pris beaucoup d'années de travail. D'accord. En fait, vous étiez pas du tout parti, vous n'étiez pas parti d'un seul tome, puis vous avez remarqué que ça allait prendre beaucoup plus de place. Ça a tout de suite été 3 tomes. Presque, enfin en tout cas au niveau du volume. C'était un univers très complexe et avec beaucoup de cités différentes, hein, une héroïne qui voyage d'une cité à l'autre. Et j'avais vraiment envie qu'elle puisse passer un peu de temps dans chaque cité, découvrir différents types de magie. Et c'est aussi une héroïne qu'on suit pendant plusieurs années. On la voit mûrir donc le format de la trilogie était mieux adapté. D'accord, et en parlant de cette héroïne, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue? Tout du moins, peut-être le premier tome, plus éviter de spoiler. C'est une princesse, c'est la 8e princesse, elle s'appelle Octaviane, voilà, parce que dans son royaume, on nomme les princesses en fonction de leur rang. Et donc, comme elle est la dernière, la plus jeune, elle n'est pas censée accéder au trône. Et elle a une éducation un petit peu à part, enfermée, protégée dans le palais royal. Et elle, bien sûr, elle préférait découvrir le monde. Et puis, bon, par une série de catastrophes et d'accidents tout à fait inattendus, il se trouve qu'elle va hériter un pouvoir magique qui n'était pas du tout destiné à elle, et même hériter la couronne. Et donc voilà, ce sont des charges. Plutôt pour elle des malédictions que des dons, et elle va devoir, est-ce qu'elle va accepter ou pas, comment elle va remplir cette charge. D'accord, donc oui, le destin va pas vraiment l'épargner, quoi. Elle va se retrouver avec un fardeau costaud. Vous aviez d'autres personnages féminins pour la créer, enfin en inspiration, ou elle se crée d'elle-même de toutes pièces sous votre plume? J'aime beaucoup les personnages adolescents. Donc, quand je ne suis pas auteur, je suis aussi professeur. Et je travaille en lycée avec des adolescents et des adolescentes. Et je trouve que c'est une période fascinante de la vie où on a encore des illusions et un sens de la justice et de l'injustice, une sensibilité à fleur de peau. Et donc, voilà, peut-être que j'ai fait un pulse de toutes ces jeunes filles qui m'entourent au quotidien pour faire ce personnage-là qui est rebelle, qui est très attachante aussi. Donc une personnalité complexe, forte, et un univers aussi complexe. Vous parliez un petit peu avant des systèmes de magie. Donc il y en a plusieurs. Comment vous faites fonctionner la magie dans votre univers? Alors en fait, il y a encore des personnes qui ont la magie dans cet univers, mais de moins en moins. C'est pourquoi la trilogie s'appelle l'automne des magiciens. Voilà, ils sont de moins en moins nombreux. On s'achemine vers la mort de la magie. Et donc toutes ces personnes qui ont encore de la magie, eh bien, doivent réfléchir à comment la préserver et comment en faire le meilleur usage. Alors pour certains, ça va être une magie très altruiste. Il va s'agir de soigner, hein, on aura des guérisseurs par exemple. Tandis que dans d'autres cités, la magie est beaucoup plus orientée vers la guerre ou vers la domination. On s'en sert pour faire obéir les autres, pour faire des esclaves. Et donc Octaviane, qui hérite de ce pouvoir magique, elle doit décider ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'elle doit s'en servir pour sa propre réussite personnelle, pour son ambition, ou est-ce qu'elle sera plus altruiste?
finalement, il y a une sorte de magie blanche, une magie noire. Il n'y a pas trop de magie, on va dire, grise. C'est peut-être plus ambigu que cela. Par exemple, il y a une magie qui sert pour la guerre, mais pour se battre. Mais après tout, se battre pour défendre sa vie, c'est pas de la magie noire, c'est de la légitime défense. Donc voilà, la conscience, les préoccupations morales du magicien comptent aussi énormément. Le pouvoir en lui-même n'est pas blanc ou noir, mauvais ou bon. Voilà, ça dépend vraiment de ce que le magicien choisit d'en faire. Il y a une notion de liberté, de responsabilité qui est longue à acquérir pour elle, mais on la suit pendant plusieurs années, donc on la voit progresser de ce point de vue-là. Donc Octaviane utilise la magie, par contre c'est pas la seule. Elle a un compagnon de route, Adalgis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Parce que pour le coup, lui c'est vraiment le magicien, puis en plus il est un petit peu spécial. Oui, effectivement. Donc Adalgis, c'est une créature hybride, moitié homme, moitié lion. J'avais envie de créer un hybride un peu comme dans les mythologies, voilà, j'ai une culture très Ce qu'on classique, appelle les humales, ouais. ou les sphinx, enfin on en trouve beaucoup dans la mythologie grecque et souvent ce sont des créatures qui sont associées à la violence, à la sauvagerie, au désir sexuel. Et donc je voulais prendre ces créatures qui sont mi-homme, mi-lion, voilà, qui est renommé pour sa violence, sanguinaire. Et puis en faire un peu le contre-pied, on s'aperçoit que donc finalement lui aussi est capable d'évoluer au cours des 3 tomes. Et le plus barbare finalement, c'est pas l'animal, c'est peut-être plutôt l'homme qui a servi ses semblables pour en faire des esclaves. Oui, finalement, comme dit l'expression, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas forcément... Voilà, lui il a une crinière et des griffes, mais c'est pas pour autant qu'il est plus cruel qu'un homme habillé en aristocrate à côté de lui. Donc c'est une façon un petit peu de dénoncer ce qu'on peut voir. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous avez choisi d'écrire de la fantaisie, pour aborder certains thèmes qui vous tenaient à cœur, ou finalement c'était juste parce que la fantaisie vous plaisait? J'ai toujours été une lectrice de fantaisie, de mythologie. Je lis beaucoup de littérature blanche générale dans le cadre de mon travail, donc je voulais que mon travail d'auteur soit différent de mon travail de professeur. C'était très bien pour ça. C'est à la fois satisfaire mes goûts personnels et me permettre une échappatoire complète. Et vos élèves vous ont-ils lu? Quelques-uns. J'en ai croisé encore jeudi lors de la journée des scolaires aux Imaginales. C'est toujours intéressant. On se voit différemment, évidemment, quand on n'a plus la salle de classe et le bureau, donc c'est très agréable. Et eux, plus Octaviane, plus Adalgis En général, ils sont assez séduits par Octaviane, garçon ou fille. Alors parfois, ils ont envie de la gifler, de la secouer, voilà. Et d'autres fois, ils ont un peu plus d'empathie, mais en général, c'est le personnage qu'ils retiennent. Oui, ça les laisse pas indifférents en tout cas. Et maintenant, alors donc ça c'était le 3e tome, est-ce que vous allez revenir dans cet univers? Est-ce que vous avez d'autres projets complètement différents? Je ne sais pas. C'est secret. Pour résumer, non, j'ai vraiment envie de revenir dans cet univers parce que j'ai pas tout exploité. Par exemple, dans les 9 cités que j'ai créées, il y a des endroits où Octaviane est passée très rapidement et où peut-être j'aimerais revenir. Alors, pas avec elle, mais avec un autre personnage qui vivrait là et avec d'autres enjeux. Mais par ailleurs, j'ai aussi d'autres idées. Donc, par exemple, j'ai toujours adoré les chroniques martiennes quand j'avais 15 ans. Et j'ai toujours rêvé d'écrire un roman de science-fiction sur Mars, un peu poétique, voilà, à l'image des chroniques martiennes. Donc ça, c'est un projet qui traîne sur un coin de mon disque dur depuis longtemps. Oui, j'ai d'autres projets. Donc c'est pas les idées qui me manquent, c'est plus voilà, prendre le temps de se poser et d'arriver à quelque chose de cohérent. D'accord. Et d'ailleurs, quand vous vous posez pour écrire, donc ça c'est vos premiers romans, quels conseils vous donneriez à des gens qui aimeraient écrire, de jeunes auteurs qui voudraient se lancer, ou futurs auteurs? Recommencer, ne pas se décourager au premier échec, savoir qu'une page blanche on ne peut rien en faire, mais une page qui est pleine d'erreurs, qui est mauvaise, on peut toujours l'améliorer. Donc je crois que l'obstination, l'entêtement,
c'est vraiment la qualité première pour un moteur. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses, d'avoir pris le temps d'y répondre. Et on vous souhaite un très très bon salon. Merci.